Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Ursula Bassler, je dirige depuis 3 ans le service de physique des particules au sein de l'Institut des recherches sur les lois fondamentales de l'univers au CEA. Par ailleurs, j'ai travaillé sur des expériences de physique des particules à Hambourg et à Chicago au sein du CNRS. Deuxième invité, même question, qui êtes-vous ? Je suis Roland Lehoucq. Je suis astrophysicien au service d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique au centre de Saclay. Je m'intéresse particulièrement à la cosmologie et je travaille aussi beaucoup sur les rapports entre science et science-fiction. Ça, c'est dans la partie qui concerne mes activités, disons, extra-professionnelles de diffusion des connaissances scientifiques. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Science et science-fiction, elles ont déjà un point commun, c'est qu'il y a le mot science dans les deux. Et que finalement, science et science-fiction, on pourrait d'une certaine façon considérer qu'elles procèdent par des méthodes voisines, pas exactement identiques, mais voisines, puisque les deux se posent des questions et envisagent parfois les problèmes sous la forme « et si ?» Et si on pouvait voyager vite dans l'espace ? Et si la masse de l'électron était plus petite ou plus grande qu'elle n'est en réalité ? Donc science et science-fiction partagent finalement une sorte de vision commune de la façon dont on peut interroger le monde. Et dans science-fiction, il y a aussi fiction, et fiction dans le sens on imagine, et un scientifique qui n'imagine pas ne peut pas être scientifique, parce que la science, par définition, elle veut progresser, elle veut faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu, alors il faut bien l'imaginer, quoi. Exactement. Alors, en même temps, la science-fiction, le mot science-fiction, en tout cas en France, je trouve, a une connotation souvent péjorative. On imagine que science-fiction signifie science fictive. D'ailleurs, quand on parle d'un projet un peu incroyable, on dit c'est de la science-fiction, de façon un peu condescendante, disant votre truc, là, c'est pas terrible. Alors que la science-fiction, ça n'est pas de la science fictive, ça serait plutôt une fiction scientifique. Et donc, finalement, ça se rapprocherait de ce qu'on appelait au XIXe siècle le merveilleux scientifique. L'idée qu'on peut faire rêver, créer des histoires intéressantes, fondées sur la science. Encore, c'est un peu difficile. Est-ce que la science inspire encore la science-fiction ? Je ne pense pas qu'il y ait une interruption, quoi. Même des questions qui sont peut-être plutôt de la science un peu plus banale, comme le climat, plutôt que de l'astrophysique ou la physique des particules. Il y a eu des histoires de fiction qui ont inspiré beaucoup de fiction. Voilà, sur le climat ou la surpopulation, enfin des problèmes, disons, sociaux, des problèmes d'énergie aussi, ont inspiré des œuvres de fiction. La science-fiction va toujours piocher dans la science en train de se faire pour la transformer, pour la déformer. Il n'y a pas de... Encore, elle a toujours pioché, depuis Jules Verne jusqu'à maintenant, elle a toujours pioché dans la science pour créer des objets et des mondes qui nous font rêver. Et je pense que c'est justement cette partie du rêve qui est importante, c'est-à-dire la science-fiction a souvent pris une part de ce qui est l'imaginaire associé à la science pour aller plus loin avec. Des fois dans le rêve, des fois dans le cauchemar, il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes à la science-fiction. Et peut-être récemment, il y a eu plus de sujets, disons, de science-fiction qui ont traité vraiment des problèmes aussi très, très concrets, quoi. Plus des rêves un peu apocalyptiques aussi qui étaient traités par la science-fiction que le rêve de la grande science qu'on a pu avoir il y a 20 ou 30 ans, quoi. Et il y a peut-être aussi une partie d'appréhension, quoi. C'est-à-dire la science-fiction essaie aussi soit de nous mettre en garde, soit de nous rassurer sur ce qui peut venir dans le futur, quoi. Parce que... Je suis d'accord. Elle interroge finalement. La science-fiction, c'est une interrogation sur la science, sur ce que produit la science et les conséquences de ces productions scientifiques sur qui ? Sur nous, évidemment, sur les humains, sur les extraterrestres éventuellement. La science des extraterrestres sur les humains. En tout cas, des conséquences du progrès scientifique et technique sur nos sociétés. Et donc, c'est en ce sens qu'elle est intéressante à mon goût, et qu'elle va continuer à piocher dans la science, qu'elle va continuer à interroger le réel en passant
par le biais de la science, qui pour l'instant structure nos sociétés de manière évidente. Enfin, il n'y a qu'à regarder le nombre d'objets techniques dont on ne se sépare jamais, qui nous entourent d'abord, et puis pour certains d'entre eux, les téléphones portables ou autres, dont on ne se sépare jamais, qui sont indispensables finalement dans nos sociétés, en tout cas à la vie sociale. La science-fiction a encore un autre avantage, c'est-à-dire elle peut transposer vraiment quelque chose qui se passe sur Terre ou des choses qui nous préoccupent comme humains dans un décor qui est tout à fait autre et où elle pioche à nouveau dans des idées scientifiques pour construire ce décor, pour mettre en exergue soit les luttes ancestrales du bien contre le mal, soit des idées de rencontres entre différentes espèces. Et c'est ça qui fait sa force, justement, c'est que par ce décalage à la fois spatial et temporel, c'est-à-dire elle transporte ailleurs dans le temps, en général dans le futur, mais il y a toute une branche de la science-fiction qui s'occupe des passés qui n'ont pas existé. Le passé, et si la Seconde Guerre mondiale avait été gagnée par les nazis, qu'est-ce qui se passe? Et si Einstein n'avait pas inventé la théorie de la relativité en 1905, qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence? Donc elle transpose dans le temps et dans l'espace, dans des ailleurs, alors parfois ce sont ailleurs dans le monde, ça reste sur Terre malgré tout, mais dans des espaces éventuellement lointains. Et donc elle se libère de notre monde pour en même temps libérer son imagination. Et ensuite, le final, c'est qu'elle revient dans notre monde pour discuter des problèmes qui ont été posés, qui ont été soulevés par son roman, par le texte. Et en ce sens, elle fait un peu le même travail qu'un scientifique qui a besoin de se décentrer, des fois de sortir de son quotidien, disons, un peu répétitif ou routinier, de calcul par exemple, ou d'expérimentation, qui a besoin d'en sortir pour pouvoir, comme on dit de nos jours, se lâcher et proposer des idées folles. Et après, on voit ce qu'on en fait. Alors, on voit ce qu'on en fait. Dans le cas de la science, il y a un juge de paix qui est l'expérience, qui est les collègues, qui discutent avec vous, qui disent « Ah oui, mais ton truc, ça marche pas, telle expérience, elle contredit ce que tu proposes, etc. » En science-fiction, c'est ça sa grande force, c'est l'imaginaire débridé. On fait ce qu'on veut, on n'est contraint par aucun tabou, uniquement par sa propre imagination. Peut-être c'est là où, par moment, on a un changement aujourd'hui, où on n'est plus dans l'exaltation dans la science, on a aussi peur de la technoscience, on a une appréhension des catastrophes planétaires. Donc il y a quand même dans le cinéma beaucoup de films décrivant des phénomènes physiques ou scientifiques basés sur la science, produisent des catastrophes apocalyptiques. Bien sûr, mais ça, la science-fiction, elle est aussi dans l'air du temps, quoi. Voilà, c'est de la science en train de se faire. Et s'il n'y a pas débat scientifique sur une idée, je pense qu'il n'y a aucune chance que la science-fiction s'empare de l'idée. Par exemple, elle peut prendre la mécanique quantique et discuter la possibilité de faire un être conscient à partir d'un système quantique. Ça, c'était discuté par des auteurs, par exemple l'auteur Greg Egan, un auteur australien, qui imagine, il a écrit énormément de nouvelles assez, on va dire, difficiles pour certaines, où il prend la mécanique quantique comme point de départ, précisément parce que la mécanique quantique, même quasiment un siècle après son élaboration, est encore, non pas dans sa pratique quotidienne, mais dans ses conséquences philosophiques, j'allais dire, c'est encore en discussion. Son interprétation est encore en discussion et fait sujet encore de débat. De la même façon, prendre les dimensions supplémentaires, la possibilité que notre espace ait des dimensions, en plus des 3 dimensions spatiales que nous connaissons, qui sont des théories physiques actuelles. Oui, tout à fait, qu'on essaie de trouver. Que les physiciens essayent de vérifier ou pas, d'ailleurs, de tester expérimentalement. Eh bien, cette possibilité est bien plus excitante que de rester dans un espace à 3 dimensions. Enfin, on peut rester aussi dans un espace à 3 dimensions, mais en explorant cette voie, ça crée des œuvres de fiction qui ont un intérêt, les espaces parallèles, les mondes parallèles, les dimensions parallèles, bref, toutes ces choses qui font que ça devient beaucoup plus intéressant qu'un réel, disons, plus fade. Oui, et on a aussi d'autres pans de la science qui sont devenus intéressants, qui se reflètent dans la science-fiction, comme toute la recherche sur le clonage qui se reflète directement, même dans les films comme Avatar. Bien sûr, la génétique, bien sûr. Les découvertes en génétique, la génétique fait des progrès depuis déjà 2 ou 3 décennies, des progrès considérables, enfin peut-être équivalents à ce que la physique a fait au début du XXe siècle. Et effectivement, c'est évidemment une source d'histoire de science-fiction. À la fois parce que techniquement, on fait des choses nouvelles, des choses du jamais vu, donc quelque chose qui pourrait être spectaculaire et intéressant. Et en même temps, ça pose des questions. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le clonage? Qu'est-ce qu'on fait avec les manipulations génétiques? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces nouveautés que la science, la biologie moderne produit et expose régulièrement?
cette question a déjà été soulevée dans la science-fiction de peut-on, d'une certaine façon, sélectionner les êtres? Alors, à l'époque, c'était plus proche de la sélection naturelle, au sens de sélectionner une espèce de cheval ou de chien pour qu'il soit grand, beau. Selon les poilu. méthodes de la technique ou de la génétique à cette époque-là. Oui, exactement. Et maintenant, on utilise évidemment les méthodes de génétique moderne, où là, on y va carrément trafiquer dans le noyau de la cellule. Donc là, on voit bien que la science-fiction, en fait, les thèmes de la science-fiction sont, je ne vais pas dire toujours les mêmes, mais il y en a un certain nombre qui sont très nombreux, mais ils sont finalement, ils peuvent revenir au goût du jour, mais à la lumière d'une avancée scientifique qui est réinjectée dans le thème pour en faire quelque chose à la fois de nouveau scientifiquement et de nouveau aussi de rénover le thème et de proposer des pistes différentes de réflexion. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde les publications de sciences pour le grand public, comme Sciences et Vie, la recherche, etc. À chaque fois qu'il y a des thématiques qui sont proches de la science-fiction, ça suscite quand même beaucoup plus l'intérêt aussi du grand public que des avancées scientifiques qui n'ont pas cette partie de l'imaginaire. Partie spéculative, et oui, c'est cette partie spéculative qui est intéressante. À la fois, évidemment, dans l'imaginaire, où on spécule sur le futur, sur un voyage dans un espace lointain, sur la possibilité qu'il y ait des dimensions supplémentaires ou sur des mondes parallèles. Donc regardez comme par exemple dans les conférences scientifiques, les gens sont tout de suite intéressés par les trous noirs, les dimensions supplémentaires, les nouvelles particules, ou toute théorie scientifique encore en train de se construire, où il y a encore de la spéculation, où il y a encore du débat entre les scientifiques, où il y a même des fois de la castagne, où ça discute, où ça s'accroche, parce que c'est précisément là où c'est intéressant. La science assise, disons, la science que l'on a l'impression de bien comprendre, la chute des pierres, l'électricité dans les câbles électriques, tout ça, c'est assez clair. Bon, c'est intéressant, c'est pratique, on en fait des objets, mais ça ne soulève pas de l'enthousiasme, évidemment, des questions encore ouvertes. En quelque sorte, on pourrait presque dire que la science-fiction prend des résultats, des interrogations de l'actualité de la science et la transpose dans le contexte social des sociétés et projette qu'est-ce que ça peut en faire. Exactement. C'est certainement un des grandes... Je suis absolument d'accord. C'est un des grands buts aussi de la science-fiction, d'aider à apprivoiser les progrès scientifiques en les mettant dans une anticipation de nos sociétés. Absolument. La science-fiction pioche dans la science et interroge la science. Elle interroge la science et elle pose la question des conséquences sociales du progrès des sciences. Et donc, en ce sens, elle piochera toujours dans la science, ce que je voulais justement dans dire. La science, et elle piochera toujours dans la science en train de se faire. Pas dans la science, disons, passée, la science assise, la science comprise, dans la science en train de se faire, celle qui est à la fois spéculative du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'on saura le faire ou pas, et celle qui va aussi poser des questions sur les conséquences qu'auront les découvertes qui seront faites avec, et parce que socialement, il y aura des choses qui se passeront, qui découleront de ces découvertes scientifiques. Et comme tant qu'on va faire de la science avancera, c'est ce qui est inévitable. La science-fiction accompagnera ce Exactement. progrès de la science. La science-fiction ne disparaîtra pas avec le progrès des sciences, bien au contraire. Est-ce que Jules Verne a fait avancer la science ? On a quand même dit que Jules Verne a bien imaginé le voyage sur la Lune, et voilà, combien de temps après on l'a fait ? 100 ans ? Oui, pas loin de 100 ans après. Il a fait peut-être avancer une chose très importante, qui est la perception que ses contemporains avaient de la science. Comment ils vivaient la science au quotidien ? Parce qu'ils avaient comme objet technique chez eux, mais en 1850, 1860, 1870, c'est pas grand-chose. Par contre, en se renseignant sur quels sont les objets techniques produits, ou les futurs objets techniques produits, en faisant un assemblage de tout ça, de sous-marins qui existaient déjà, pas les sous-marins tels qu'on les connaît, mais quelque chose qui permettait d'aller sous l'eau et de respirer sous l'eau. L'électricité, qui commençait à arriver, il a fait l'électricité. Ouais. En assemblant ces deux choses, il a fait une histoire incroyable, si forte que les gens se sont dit « on pourra donc faire ça ». Et ça crée un contexte social favorable d'abord à la science et à son progrès et à sa diffusion. Donc la science-fiction fait plus avancer finalement un contexte de réception de la science que le contenu scientifique, puisque les scientifiques vont comme assez peu piocher dans la science-fiction, il faut le reconnaître, pour leurs théories scientifiques. Oui, et en même temps, les scientifiques, ils font de la science-fiction eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, quand eux, ils imaginent ce qu'on fait dans 50 ans, ce qu'on fait dans 30 ans,
Ce qui est aujourd'hui le pain quotidien, de devoir faire des prospectives à 20, à 30, à 40 ans. Et la science-fiction, elle est quand même libérée d'un certain nombre de contraintes, Absolument, parce qu'elle est oui. dans l'imaginaire pur. La science en train de se faire, il y a des budgets, il faut rester scientifique, donc il y a un certain nombre de contraintes qui doivent être respectées pour que ça reste de la science. Mais toutes les deux, effectivement, ont une spéculation. Donc en ce sens, alors c'est pas vraiment la science-fiction qui inspire la science. La science a fait ça tout le temps, mais elle partage effectivement cette méthode commune, cette façon de procéder commune. Il y a quand même quelques cas où la science-fiction a inspiré la science. Moi, je pense toujours à la téléportation dans Star Trek. Oui, alors, disons que là, c'est un cas où... Alors, c'est le cas de la téléportation est un très bon exemple, parce que dans Star Trek, évidemment, on invente la téléportation pour des raisons essentiellement de budget de la production. On n'a pas envie de payer la maquette de vaisseau spatial qui dépose les gens, donc on fait une baguette magique qui les téléporte, qui les transporte. Et le mot téléportation est inventé d'ailleurs à cette occasion et est tombé maintenant dans la science. Les scientifiques savent toujours pas faire de la téléportation à la Star Trek, donc on peut pas dire qu'ils se sont inspirés de la téléportation. En revanche, il y a maintenant ce qu'on appelle la téléportation quantique, une expérience de physique microscopique qui n'a rien à voir avec Star Trek, mais dont ils ont utilisé le vocable de la science-fiction pour nommer un phénomène physique de façon spectaculaire. On voulait donner une publicité à une expérience de physique microscopique absolument incroyable, mais qui n'a en réalité absolument rien à voir avec le transport de matière d'un endroit à un autre, comme on le voit dans Star Trek, où les personnages se dématérialisent, comme si on les décomposait en petits bouts, et boum, on les reconstruit à un autre endroit. C'est absolument pas ce qui se passe en téléportation quantique, mais ils ont voulu donner une touche de spectaculaire à une expérience qui, ressemble un peu, sans être exactement ce qu'on voit dans Star Trek. Il y a eu un cas aussi où la science-fiction a... Alors, je ne vais pas dire produit l'idée, simplement, dans le cas de ce qui s'appelle l'ascenseur spatial, un scientifique russe avait eu l'idée de tirer un câble depuis la surface de la Terre jusque dans l'espace, un peu au-delà de l'altitude géostationnaire, un peu au-delà des 36 000 km de l'altitude géostationnaire, et de faire monter un ascenseur, on va dire ça comme ça, le long du câble pour envoyer des charges en orbite ou dans l'espace lointain, vers la Lune, vers Jupiter, où on veut. Ça reste totalement inconnu du monde occidental, sauf d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, qui est aussi un journaliste scientifique, un scientifique, disons, avec une formation scientifique, un très bon auteur de science-fiction. C'est lui qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace et la suite. Donc quelqu'un quand même qui a, disons, pignon sur rue en science-fiction, qui fait émerger l'idée du côté occidental en la mettant en scène dans une œuvre de fiction qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Donc là, on a le cas où on ne peut pas dire que ça soit la science-fiction qui a inspiré la science, mais la science-fiction a pris une idée de la science, disons, secrètement. Ça ne s'est pas vraiment vu au début parce que l'œuvre de science produite initialement était relativement inconnue du monde, et en a fait une œuvre qui a été si forte et si belle que les scientifiques, en particulier occidentaux, et donc américains, et donc de la NASA, se sont dit « Ah, c'est pas bête, c'est pas bête, peut-être on va faire un truc comme ça. » Et ça a lancé toute une réflexion qui est toujours en train de se construire, c'est-à-dire que l'ascenseur spatial, c'est pas pour demain, mais il y a de nombreux rapports maintenant qui ont été produits par la NASA, qui en produisent régulièrement sur ce sujet-là, pour se dire peut-être tirer un câble du sol vers l'espace, ça pourrait être une alternative crédible à envoyer des fusées dans l'espace pour mettre des satellites en orbite ou pour aller faire des missions interplanétaires. Donc l'idée aurait peut-être été complètement ignorée avant si elle n'avait pas été ressortie par un auteur de science-fiction de la stature, de la carrure d'Arthur Clarke. La science-fiction peut pousser le scientifique à chercher des choses que l'humain aurait envie d'avoir. Il faut juste regarder toutes les questions de voyage dans le temps, quoi. C'est quand même quelque chose qui nous obsède, non ? Bien sûr. Depuis je ne sais pas combien de temps. C'est le fantasme absolu. C'est le fantasme absolu, c'est la question posée généralement aux physiciens. Mais alors, c'est pas possible, quand est-ce qu'on peut voyager dans le temps, etc. Et oui, parce que la science-fiction, finalement, produit des images. Ça, c'est un peu comme la science, c'est aussi un point commun avec la science, c'est que la science-fiction produit des images. La science produit des images. Quand on prend une image du ciel, je parle d'un astrophysicien, mais vous qui êtes physicienne des particules, elle produit des images, des objets qui sont des simulations, des objets qui sont des traductions de ce qui se passe dans un grand accélérateur, des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut regarder, des choses. Le phénomène n'est pas visible à nos yeux, mais on essaie de le transcrire en quelque chose visible à nos yeux et à nos sens en général. La science-fiction produit des images. Elles ont ça aussi en commun. Et avec la science-fiction, comme elle est un peu, son imaginaire est plus libre, elle peut proposer des images qui sont des fois tellement fortes qu'elle remplace la science dont elle est issue. Et qu'à la fin, on se dit « Ah, mais c'est donc ça la réalité ». D'où
Alors, et quand est-ce qu'on ira dans l'espace en vaisseau plus vite que la lumière? Et quand est-ce qu'on voyagera dans le temps? Et quand est-ce qu'on aura un sabre laser, etc. Donc on obtient des images qui sont des fois si fortes que les gens ont envie que ça se produise, ou même imaginent que ça s'est déjà produit. Un domaine où la science et la science-fiction se sont parlé ou ont échangé depuis toujours, c'est surtout dans votre domaine, c'est pour les recherches en astrophysique. Surtout ce qui était maintenant, ou ce qui est maintenant les exoplanètes, l'exobiologie, est-ce qu'il y a de la vie dans l'espace? Bien sûr, c'est une question humaine qui date, je ne sais pas de combien de millénaires, mais aussi bien la science-fiction que la science, en fait, essaie d'adresser, soit en imaginant, soit en essayant de trouver des preuves. Bien sûr, c'est une question qui est très, très ancienne, donc la science-fiction n'a pas eu besoin de se forcer beaucoup, ou l'imaginaire en général, pour penser ces mondes, ou penser d'autres mondes. Et maintenant, ça devient, je ne vais pas dire réalité, mais on commence à toucher ces mondes, pas du doigt, parce qu'ils sont quand même loin, ils sont loin, mais oui, à toucher de l'œil. Voilà, mais à les toucher de l'œil, et puis peut-être bientôt de faire des images de leur surface. Donc là, la science-fiction, on ne peut pas dire qu'elle ait inspiré la science, mais n'empêche que ce moteur de « y a-t-il une vie ailleurs? Y a-t-il d'autres terres ailleurs? D'autres mondes habitables ailleurs ?» il est aussi chez les scientifiques. Je crois que ce qu'on peut dire entre la relation entre la science et la science-fiction, c'est aussi que, aussi bien la science-fiction que la science sont faits par des humains, et qu'il y a tout un questionnement qui est inhérent à l'humanité, que les deux traitent chacun avec ses outils, quoi. Et bien sûr, en passant des idées et des concepts l'un à l'autre. Et donc je pense que ce n'est pas vraiment une question, est-ce que la science fait la science-fiction, est-ce que la science-fiction vient de la science? C'est un jeu continue où les deux s'imbriquent l'un dans l'autre et avancent en fait ensemble. Et par ailleurs, il y a certainement une panoplie non négligeable de scientifiques qui a bien lu de la science-fiction dans sa jeunesse et dont c'était un élément assez décisif aussi pour finalement faire des études scientifiques. Voilà, je suis d'accord, le plus gros rapport, enfin la grosse contribution peut-être de la science-fiction à la science, c'est d'avoir motivé des jeunes esprits à faire de la science et donc à travailler la science pour ensuite essayer de faire ce qu'il y a dans ce bouquin. Je veux aller dans l'espace avec un vaisseau interstellaire rapide, je veux un sabre laser, voilà, je veux ça. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de, je ne vais pas dire d'enquêtes, mais de scientifiques qui se sont réclamés explicitement de la science-fiction comme moteur initial dans leur goût pour la science, dans leur volonté de faire de la science. Et donc, c'est pas quelque chose qui est rare, anodin. Et dans ce sens, la science-fiction a un rôle social extrêmement important. Elle sert aussi, pas qu'elle, mais elle sert aussi de motivateur pour les jeunes, pour faire des vocations, oui, pour. Bien sûr. Je pense que les dimensions supplémentaires et les mondes parallèles qui sont dans certaines science-fiction, c'était même une motivation personnelle d'aller vers la physique des particules, quoi. Oui. Pour vous? Ouais. Quand la science-fiction suscite des vocations. Mais là, il est temps de passer à la troisième partie. Moi, je trouve que la science-fiction quand même décrit beaucoup plus un moment dans l'histoire, un moment dans les sociétés, donné, transposé, qu'elle donne une réelle prédiction de l'avenir, quoi. Il y a des idées dans la science-fiction, mais je pense que la science-fiction ne se préoccupe pas non plus à être juste, quoi. La science-fiction se préoccupe à être imaginative, quoi. Donc, à faire une belle histoire. À faire une belle histoire, oui. Oui, en fait, la science-fiction, je pense qu'aucun auteur de science-fiction se prétendrait, disons, futurologue ou prévisionniste. Non. Il se moque de savoir, enfin, il se moque pas de ce que sera le futur, mais il se moque de faire une prévision de qualité ou pas. D'ailleurs, il se moque de faire une prévision tout court. La science-fiction, c'est vraiment une spéculation sur les conséquences, disons, sociales, de civilisation, qui nous concernent, nous, les humains. Sur les évolutions de la civilisation aussi. Des conséquences des évolutions techniques sur nos sociétés. Mais le problème n'est pas tant dans la prévision, finalement, que dans la question que ça pose. C'est elle qui est intéressante, c'est la question que ça pose, et en retour que ça pose sur notre présent, et pas tant sur ce qui se passera dans le futur. Je pense que tous les deux, on a l'âge d'avoir vécu 1984 de manière consciente, quoi, et avoir lu le roman de George Orwell auparavant, quoi. Donc, je pense là, la science-fiction joue aussi un énorme rôle de mise en garde, oui, où une société peut aller, quoi. Je pense que la science-fiction, on pourrait la définir comme... Enfin, il y a beaucoup de définitions de la science-fiction, mais une peut-être possible, ce serait de dire que c'est une sorte d'expérience de pensée sociale. Comme il y a des expériences de pensée, voilà encore un trait qu'elle partagerait peut-être avec la science,
comme il y a des expériences de pensée en sciences. Galilée, qui imagine que deux masses différentes, deux objets différents tombent depuis la tour de Pise, et il les voit, il les imagine arriver en même temps au sol si la résistance de l'air était absente. Ouais. Il ne peut pas faire l'expérience en réalité, parce qu'il y a l'air. Il y a l'air quand même. Et donc il est obligé de se fonder sur une spéculation rationnelle pour déduire un principe fondamental. Les corps chutent de la même façon dans les champs de pesanteur. Et donc, en science-fiction, il y aurait cette idée d'expérience de pensée sociale, c'est-à-dire, si, par exemple, si le clonage humain est possible et que ça soit objet de commerce, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Voilà, qu'est-ce que deviennent nos sociétés si cette chose se produit ? Et donc ensuite, que cette chose se produise ou pas, alors si elle se produit, on dira, la science-fiction, et puis si elle se produit, bon, c'est pas le problème, c'est de savoir, la question posée est plus importante que la réponse que tu as apportée. Alors la science-fiction ne se préoccupe pas vraiment finalement de faire des prévisions, mais on constate quand même de temps en temps qu'elle propose des choses qui se sont produites. Et en fait, ces choses que l'on constate se produire, ce sont souvent des images très fortes que la science-fiction a forgées à partir des éléments de contexte qui étaient sous sa main, de science et puis des éléments sociaux. Par exemple, le sous-marin du capitaine Nemo dans Jules Verne reste une image extrêmement forte au point qu'on pense que Jules Verne a inventé le sous-marin. Dans Tintin, c'est pas de la science-fiction, mais enfin, quand même, quand le voyage dans la Lune, le voyage dans la Lune, c'est un peu avant que ça se produise. C'était pas beaucoup avant, mais un peu avant, une grosse dizaine d'années avant. Les images des personnages en impesanteur dans la capsule sont si fortes que quand on voit les vrais personnages, c'est du déjà-vu. On dit « Ah oui, mais c'est comme dans Tintin ». Et là, encore une fois, Hergé n'a rien inventé. Il s'est renseigné, il a été voir des spécialistes de l'astronautique. En fait, la fiction avait pioché dans la réalité, mais en a forgé des images nouvelles. Et donc voilà, il y a aussi cet effet-là de production d'images, où on a l'impression qu'elle en est l'instigatrice, qu'elle a vu juste, qu'elle a prévu juste. En fait, non, elle est capable ou pas, ça peut arriver, mais c'est plus de l'ordre du hasard, de l'aléatoire, que de la volonté propre des auteurs de science-fiction, je pense. Un récit est cependant troublant, La Destruction libératrice. Écrit par H.G. Wells en 1914, il y décrit une bombe étonnamment proche de la bombe atomique. En fait, dans cette œuvre-là, encore une fois, Wells s'inspire des travaux sur la radioactivité naturelle et sur la radioactivité artificielle, et il les grossit. Il se dit, imaginons un objet qui, au lieu d'intégrer doucement, comme le radium, on va utiliser une espèce d'élément inconnu encore qui s'intègre, mais très vite, si vite, qu'il libère une énergie considérable, et qu'avec un petit morceau de matière, on est capable de produire une énorme bombe. Cette spéculation scientifique, fondée sur un élément scientifique, la radioactivité naturelle, on se retrouve à grossir le trait, et puis ça a marché. Et puis il l'aurait grossi d'une autre façon, ça n'aurait peut-être pas marché. Donc c'est encore une fois la science-fiction qui pioche dans la science, qui grossit, qui déforme, qui transforme pour faire quelque chose de malin, qui a de la gueule. Qui a de la gueule, voilà, on peut dire ça comme ça. Pour quelque chose qui tient la route, mais qui est au sens de l'histoire, une histoire qui plaît, quelque chose qui est spectaculaire, et qui, effectivement, quelques années plus tard, s'avère juste. La science-fiction a peut-être quand même un élément aussi assez récurrent, c'est quand même les voyages dans le temps. Et justement, l'envie dans pas mal de films qui sortent encore aujourd'hui, il y a toujours cet aspect de quelqu'un qui revient du futur pour prévenir que des choses se passent. Et là, malheureusement, je suis assez pessimiste que... Oui, sur nos capacités de voyager dans le temps. Dans le temps, ça a l'air... Je suis d'accord avec vous. La physique actuelle, il y a même un principe dit de protection chronologique qui prétend... fait que... Si vous êtes capable de construire une machine à voyager dans le temps, elle s'autodétruit. Sachant qu'une machine à voyager dans le temps, ou en tout cas être capable de faire dans l'espace-temps une boucle qui se referme spatialement, ça c'est facile, vous faites demi-tour sur votre route, mais qui se referme dans le temps, c'est envisageable, c'est des conditions, disons, très spéciales. Il faut être, par exemple, au voisinage d'un trou noir en rotation, on peut imaginer des boucles qui se referment spatio-temporellement au voisinage d'un trou noir, qui donc laisse la possibilité de se refermer dans le temps en particulier, et donc de faire une machine temporelle. Voilà, il y a ce principe de protection chronologique qui ouvre d'abord des difficultés physiques, de divergence en physique, et puis des problèmes de paradoxe.
Hein, tous les paradoxes, je vais dans le passé, je tue mon père et il m'arrive quoi? Il m'arrive quoi? Dans sa spéculation débridée, la science-fiction aura toujours une longueur d'avance sur la science. La science-fiction, en fait, on pourrait aussi la définir comme une littérature d'exploration, évidemment. Enfin, je veux dire, quand on pense à science-fiction, on pense à l'exploration dans l'espace. Mais elle explore aussi les frontières, c'est-à-dire des limites entre, je dirais, entre deux choses. Par exemple, la limite entre l'homme et la machine. Oui. Elle pose la question, et donc du coup, elle l'envisage dans le futur, et qu'est-ce qui se passe si on équipe un humain de beaucoup de prothèses, de beaucoup d'artefacts techniques, et on remplace des morceaux d'humains, pour dire les choses un peu brutalement, par des morceaux de machines. Au bout de combien de morceaux, c'est plus un humain? Ou jusqu'à combien de morceaux, c'est encore un humain? Et à l'inverse, si j'ai une espèce de machine qui ressemble à un humain, qui bouge, qui parle, qui fait tout ce qu'on veut, quand est-ce que cette machine devient un humain? Avec l'interface homme-machine, ou surtout les machines qui deviennent proches des humains, c'est quand même intéressant aussi de voir ce qui se passe en robotique, quoi. On parlait tout à l'heure de la science-fiction. Est-ce qu'elle inspire la science? Alors les robots, ils n'ont pas été inventés par la science-fiction. Par la science-fiction, mais la science-fiction a encore été là, sur ce coup-là, motrice d'application, motrice de conséquences, et peut-être à impulser des directions de recherche ou à faciliter des directions de recherche parce qu'elle crée des conditions intellectuelles favorables à ce que ces directions soient explorées. Je ne pense pas que la science-fiction a une vocation à prédire le futur. La science-fiction a vraiment la vocation de nous projeter dans le futur, peut-être pour rendre le futur plus acceptable, ou aussi pour nous mettre en garde des développements qui pourraient être assez néfastes pour notre société. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.